Nous aimerions connaître vos réactions par rapport à tous ces témoignages, par rapport à nos échanges et par rapport à votre expérience de médiatrice d'un service au service du public, dans lequel l'ensemble des procédures de commande de billets de train est dématérialisé, que ce soit la commande, que ce soit le paiement ou que ce soit la délivrance des titres de transport. Et donc, plusieurs questions. Comment vous traitez la fracture numérique? Est-ce que votre travail a été modifié avec la numérisation de la commande des billets de train à la SNCF, par exemple? Et comment est-ce qu'il a évolué? Quels sont les apports de la médiation dans ce cadre-là? Je voudrais tout d'abord vous saluer toutes et puis vous remercier de m'avoir invité parce que je suis sensible au fait d'être là pour cet anniversaire, mais j'ai plaisir aussi à vous entendre et à échanger avec vous, tant finalement les problématiques que je rencontre en tant que médiatrice d'entreprise et non pas médiatrice institutionnelle sont au fond assez proches des vôtres, et les situations que vous avez évoquées résonnent vraiment complètement par rapport aux situations que je peux rencontrer, et les interrogations que vous avez, les réflexions, les problématiques, ce sont aussi les miennes. Donc vraiment, merci de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle de transformation numérique, de performance, de respect des autres, de qualité de service, bien entendu, ce sont vos concepts, mais ce sont aussi des concepts qui sont tout à fait présents à la SNCF et qui font partie vraiment de leur stratégie. Mais on sait bien aussi qu'à partir de ces concepts-là et de leur mise en œuvre, eh bien, on a des situations parfois désespérées, des situations difficiles, des situations de conflit. Et nous sommes là, nous les médiateurs, vous et moi de mon côté, pour essayer de surmonter, de faire en sorte que le décalage qui existe entre l'entreprise qui, au fond, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à satisfaire ses clients. Elle cherche à faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Eh bien, il y a un gros décalage parce que parfois, on assiste à des personnes qui sont décalées et qui ont le sentiment d'être un petit peu abandonnées et pas du tout compris par une entreprise. Alors, la SNCF, en plus, c'est une entreprise qui fait un peu partie de notre patrimoine personnel. Je veux dire, on a l'impression qu'elle est vraiment à disposition, et elle est à disposition. Elle fait vraiment tout ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on assiste parfois à ce décalage, et heureusement, je trouve que nous sommes là pour y remédier. Alors, rapidement, peut-être sur mes compétences pour que vous compreniez bien quand est-ce que j'interviens. Je suis compétente, moi, pour tout ce qui est relation entre les transporteurs et leurs clients. Et quand je dis transporteurs, c'est la SNCF Mobilité, donc c'est à la fois le TER, Intercité, le TGV et Transilien, ce qui est déjà énorme. Plus, je suis compétente aussi pour toutes les relations entre Eurostar et ses clients, Thalys et ses clients, et Chemin de fer de la Corse et ses clients. Donc, au total, j'ai énormément de transporteurs qui, au quotidien, véhiculent un nombre immense, évidemment, de voyageurs, puisque la SNCF, à elle seule, a transporté plus de 1 milliard 700 000 voyageurs en 2017. Donc, un nombre extrêmement important de personnes concernées. Et au sein donc de cette myriade de transporteurs, moi, j'interviens dans un secteur très particulier qui est d'une part les relations commerciales. C'est-à-dire, je ne connais pas tout ce qui est accident et indemnisation. Non, les relations commerciales qui visent, finalement, vous l'avez très bien dit, la distribution des titres de transport et puis les problèmes liés à l'exécution des titres de transport. Je suis compétente aussi, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, pour tout ce qui est infraction à la police des chemins de fer. Bien entendu, tout ce qui concerne le commercial représente la très très grande majorité de mes saisines. Alors, je n'interviens que si préalablement le service clientèle n'a pas satisfait la réclamation, et c'est pour ça que je vous disais, quand on voit finalement le nombre des personnes transportées et le nombre finalement des demandes, aujourd'hui nous avons été saisis l'an dernier de 9000 réclamations. Bon, c'est un chiffre important. Il y en avait 6000, 5000 en 2013, on en a eu 9000 l'an dernier, et là en septembre, on est déjà à plus de presque 10 000. Ça veut dire que le nombre croît, et évidemment les grèves qui ont eu lieu
sont là pour faire augmenter considérablement le nombre des réclamations. Mais donc, c'est un service qui est très chargé et qui, au fond, si on compare le nombre des personnes transportées, le nombre des réclamations, vous voyez qu'il n'est pas si important. Ça veut dire quand même que la SNCF, avec ses services clientèle, elle résout quand même un nombre extrêmement volumineux de demandes. Alors, voilà pour les chiffres. Ce qui est important aussi, c'est que, et là il faut rendre aussi, je trouve, hommage à la SNCF, c'est que la médiation SNCF est ancienne. Le premier médiateur a été désigné en 1994, à l'époque où, contrairement à aujourd'hui où il y a des directives européennes qui imposent la désignation d'un médiateur d'entreprise, ce n'était pas du tout prévu, mais déjà le souci d'être proche des clients et de comprendre leurs revendications existait. Et je dois dire que j'ai eu la chance dans ma carrière de magistrat d'avoir été détachée à la SNCF comme directrice juridique quelques années. Et au fond, j'ai beaucoup aimé ces fonctions parce que la SNCF est une entreprise qui pose des problématiques juridiques absolument extraordinaires, mais au-delà, je trouve qu'ils ont un souci vraiment de la qualité de service importante, et c'est pour ça que cette fracture que l'on retrouve à cause du numérique ou compte tenu du numérique, dire à cause c'est péjoratif, parce que c'est quand même une avancée, il faut reconnaître ce qui est, eh bien je pense que la médiation SNCF, elle est là parce qu'aussi elle connaît l'entreprise. Et le fait de connaître l'entreprise, vous le disiez, c'est extrêmement important. Je pense que le médiateur, il fait bien son travail s'il connaît bien les deux parties. Et quand on connaît bien l'entreprise et qu'on sait ce qu'elle veut faire et qu'on peut, je pense, d'autant mieux répondre aux réclamations qui sont faites contre elle. Alors, le numérique à la SNCF, bien entendu, ça fait partie intégrante de sa stratégie. Et là aussi, depuis plusieurs années. Ça a commencé en 2000 avec voyagesncf.com, qui permet d'acheter un billet sur un site. Et puis, ça s'est poursuivi alors en 2009 avec le e-billet, donc le billet complètement dématérialisé. En 2015, avec la création du site SNCF. Et aujourd'hui, il y a 10 millions de téléchargements de ce site. En 2016, avec la dématérialisation de toutes les cartes d'abonnement et Internet dans les trains et en gare. Et donc, vous voyez, c'est un processus continu. Et c'est un processus qui est de plus en plus creusé dans la mesure où aujourd'hui, ce numérique, je dirais, et tout ce qui va avec, permet à la fois de rendre de plus en plus, en tout cas c'est l'objectif, de rendre de plus en plus de services aux clients et des services personnalisés, notamment demain grâce à des données qui sont évidemment sécurisées et qui sont gérées avec toutes les impératifs que nous connaissons, mais qui permettent d'aller vraiment vers le client pour essayer de le satisfaire. Et puis, ça sert aussi, il faut le dire, à tout ce qui est maintenance du réseau. C'est-à-dire que le numérique permet de faire en sorte que les voies soient mieux entretenues et que les trains soient mieux entretenus aussi. Donc, le numérique, il est extrêmement présent dans l'entreprise. Mais on se rend compte, comme on l'a dit, qu'à côté de cet engagement très fort, eh bien, il y a des décalages, il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise parce qu'elles n'ont pas Internet ou parce qu'elles ne le connaissent pas suffisamment, parce qu'elles éprouvent des difficultés. Et là, je dirais que quand on est saisi de ces sujets-là, on a une approche extrêmement compréhensive parce que, au fond, c'est un changement. Vous l'avez dit, c'est un changement culturel important. Et la médiation qui est là d'abord pour régler les conflits entre, évidemment, le transporteur et son client. Il y a à un moment donné une rupture. On est là pour d'abord renouer le dialogue. Ça veut dire, écoutez, dites-nous ce qui ne va pas. Dites-nous ce qui ne va pas, on va essayer d'abord de comprendre, et puis on va essayer de vous expliquer, et puis on va sans doute essayer de vous satisfaire. On a aujourd'hui 53% de satisfaction à la fois totale et partielle, on a aussi des rejets, mais si le rejet, et moi j'insiste beaucoup pour que dans nos recommandations, on motive le rejet. Parce qu'au fond, c'est ça aussi la pédagogie, c'est d'expliquer pourquoi les personnes qui s'adressent à nous, eh bien, parfois, leur cas ne peut pas être satisfait. Voilà. Mais on essaye en tout cas d'avoir une approche très compréhensive, très, je dirais,
Oui, compréhensive, parce que il y a des gens vraiment dans des situations un peu bêtes, des difficultés liées à l'utilisation d'Internet. J'en ai relevé quelques-uns. Les personnes qui n'arrivent pas à payer en ligne, ça se trouve encore, qui veulent changer leur billet et qui n'y arrivent pas, qui commettent des erreurs dans les réservations parce qu'ils ne savent pas bien utiliser le site, parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'on commande un billet, eh bien, il faut mettre le nom de celui qui doit voyager et pas le nom de celui qui achète le billet. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui, au quotidien, sont des petites choses à les voir comme ça de l'extérieur, mais qui sont, pour les personnes concernées, extrêmement difficiles à vivre, parce que parfois, c'est même l'accès, je dirais, au service qui est en cause, et pas l'utilisation. C'est, voilà, comment est-ce que je peux faire pour avoir un billet de train? Donc, la médiation, elle est là. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'on fasse de la pédagogie, à ce qu'on explique aux personnes, à ce lorsqu'on l'explique, vous disiez, vous avez utilisé le terme de dignité, je trouve que c'est très important aussi, c'est-à-dire que dans la réponse qu'on leur fait, il faut toujours leur montrer qu'on a compris. Et donc, on reprend toujours dans un premier temps leur demande pour leur expliquer qu'au fond, on a compris ce qu'ils voulaient. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Alors, on recrée la relation et ce que je disais tout à l'heure aussi, et on les aide au changement. C'est évident qu'il y a une progression qui existe, mais qui va continuer. Et en fait, on fait beaucoup, en tout cas j'insiste beaucoup pour qu'on fasse de la pédagogie, de manière à ce que les personnes comprennent. Et lorsque je fais mon rapport annuel, il y a des recommandations, j'y reviendrai, mais je fais aussi tout un paragraphe, toute une partie sur les recommandations aux voyageurs. Parce que la médiation, c'est un outil formidable d'observatoire, c'est un levier aussi formidable. Ça permet aux personnes concernées de dire, voilà, on a reconnu, on a vu ci, on a vu ça, faites attention à ce point-là, faites attention à ce point-là. Et les recommandations qu'on fait aux voyageurs me semblent aussi importantes que les recommandations que je fais aux différents transporteurs. Alors, cette pédagogie, cette conduite, cet accompagnement du changement, le mot a été dit aujourd'hui, pour moi, je trouve qu'il est tout à fait fondamental. Et puis, tout aussi fondamental est, je dirais, ce que nous permettons à l'entreprise de faire pour améliorer encore sa qualité de service. C'est-à-dire qu'à travers nos recommandations, on voit bien chaque année où sont les points de difficulté, où sont les blocages, et quand on leur explique à travers le rapport, voilà, il faut faire attention à ce point-là ou à ce point-là, je pense que la SNCF, qui est encore une fois vraiment attachée à la qualité des services qu'elle a avec ses clients et à l'amélioration de ses services, elle va en tenir compte, et ça permet aussi, gagnant-gagnant, que tout le monde puisse avoir, finalement, et grâce à nous, de mieux vivre ensemble, de mieux se comprendre, de mieux avoir des services adaptés à la personne et au fond d'avancer tous ensemble. Alors, cette fracture, elle existe. Je n'ai pas aujourd'hui de chiffres à vous donner parce que nous avons des chiffres globaux à la médiation. Je n'ai pas de médiateurs régionaux. Moi, il y a une seule équipe qui est à Paris. Je suis la seule médiatrice et j'ai une équipe de 5 personnes permanentes et les autres, ce sont des stagiaires qui viennent nous aider. Donc, c'est lourd, mais en même temps, c'est très formateur et pour eux, en tout cas, et très, très, très intéressant et très valorisant parce qu'on a vraiment le sentiment de rendre service au quotidien. Et cette fracture, donc je peux pas, elle n'est pas aujourd'hui comptabilisée. Ce serait peut-être intéressant de le faire, mais je vous ai cité quelques exemples. Malheureusement, voilà, ce sont les plus topiques, mais on se rend compte que c'est vraiment assez récurrent. Donc, encore une fois, merci de me permettre à la fois de mieux vous faire connaître la médiation SNCF, qui est une médiation quand même d'une grande entreprise publique qui, encore une fois, a une place importante, et puis de partager avec vous les difficultés que nous avons. Et moi, je suis très intéressée aussi par ce que vous faites, qui évidemment peut nourrir notre réflexion et nous permettre aussi de nous améliorer. Merci. Merci beaucoup. Madame la médiatrice, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de recommandations concernant
ce problème de fracture numérique? Eh bien, chaque fois, dans le rapport annuel de cette année, j'explique aux personnes ce que je vous ai dit, à savoir, par exemple, qu'il faut faire attention que la personne qui commande le billet, il faut qu'elle fasse attention à l'identité de celui qui va être transporté, parce que sinon, la personne transportée va se trouver en infraction. La deuxième chose, c'est attention, avec quelle carte bancaire on achète son billet. Parce que si on veut retirer son billet ensuite, il faut pouvoir utiliser la même carte bancaire. Voilà, ce sont des petites choses qui, au quotidien, font que les gens peuvent se trouver en infraction très facilement. Ou alors, faites attention aussi, relisez bien. Quand vous avez fait une réservation, à la fin, avant de cliquer, relisez bien que toutes les données ça correspond aux bonnes dates de voyage, à l'aller, au retour, parce que parfois, on clique très vite, on ne se rend pas bien compte. Voilà, quoi, ce sont des choses, je dirais, toutes simples, mais qui permettent, j'espère, en tout cas, de faire de la pédagogie. Oui, pardon, j'ai mal posé ma question. C'était vis-à-vis de l'entreprise, les recommandations. Alors, vis-à-vis de l'entreprise, c'est autre chose, si vous voulez. Par exemple, on a un problème qui est que lorsqu'on achète un billet en France, on ne peut pas le retirer, même c'est un billet à l'international, on ne peut pas le retirer dans une borne à l'étranger. Donc là, je dis, faites attention, quand une personne commande un billet sur un site, expliquez-lui que le billet ne peut pas être retiré sur une borne à l'étranger. Voilà, ce sont des choses comme ça qui, au fond, permettent aussi de faire en sorte que les choses évoluent. Voilà. On est dans le détail, mais c'est le détail qui fait... C'est du détail qui pour les intéressés. C'est ça qui est intéressant dans ce que je fais, c'est que je dis c'est du contentieux de masse. Parce qu'on a énormément de demandes. Mais ce n'est pas du tout de la gestion de masse, parce que chaque cas est très particulier. Et pour les personnes intéressées, se trouver en infraction et prendre un procès verbal parce qu'ils se sont trompés de date ou des choses comme ça, c'est vrai, c'est du détail, mais pour eux, ça va leur gâcher leur week-end, etc. Voilà. Nous allons passer la parole à Monsieur Simon. Vous vouliez intervenir ? Merci. Je vais tenter d'être bref, ce qui est excessivement difficile pour moi, mais je vais le faire. Je vous remercie d'avoir dit c'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Parce que tout à l'heure, vous nous avez dit, et je me suis dit, ça veut dire qu'on a tout faux depuis 20 ans. Vous avez dit finalement, statistiquement, ce n'est pas très, très important compte tenu du nombre de personnes transportées. Nous connaissons ça parfaitement à l'Éducation nationale de toute éternité. Après tout, sur les millions de gens qu'il y a, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai toujours lutté contre ça en disant c'est pas très grave statistiquement, mais celui sur qui ça tombe, c'est dramatique. Donc, je crois que là-dessus, on est bien d'accord. La deuxième chose, je crois que sur un plan général, il faut que nous sachions que nous allons vers un système où la médiation, malheureusement, je dis malheureusement, sera de plus en plus sollicitée. Pas uniquement à cause du numérique, j'y reviendrai. Je vous remercie de ce que vous avez dit sur le numérique. Mais c'est un discours qui peut rester entre nous. J'ai fait un colloque récemment sur le numérique. Je peux vous dire que la majorité des citoyens, même si je connais bien ces statistiques, est non seulement imperméable pour partie. Les initiés culturels, il n'y a pas de problème, dans aucun domaine. Dans le domaine éducatif, il n'y a aucun problème. En revanche, ce sont les autres. Et la médiation est faite essentiellement pour tout le monde, bien sûr, mais aussi pour ceux-là. Pour ceux qui ne franchissent pas la porte de l'école, hein, et pour ceux pour lesquels, notamment le grand plan pauvreté qui vient d'être fait, qui vient d'être lancé, a la prétention, et je l'approuve, hein, de lutter contre ce déterminisme social qui interdit l'accès au savoir. Et je pense que la médiation est bien dans cette direction. Alors je vais faire une ou deux remarques pour allonger le débat. D'abord, le terme d'usager, de plus en plus. Je sais que certains n'aiment pas le terme usager à l'Éducation nationale, mais utilisons-le quand même, hein, c'est plus facile. Le terme usager, on nous rabat les oreilles sur l'usager, l'usager, l'usager. Le résultat, c'est que l'usager commence à être persuadé qu'il est important, hein, et qu'on tient bien compte de lui. À la SNCF, quand les trains arrivent à l'heure, mais à la SNCF aussi quand les trains n'arrivent pas à l'heure. Et ça, il n'y a rien à faire. Les usagers deviennent et deviendront de plus en plus exigeants. Et moi, je suis scandalisé quand j'entends des gens au sein du système éducatif parler de consumérisme scolaire sous prétexte que les parents s'intéressent de plus en plus au sort de leurs enfants. Il faut peut-être rééquilibrer, mais s'ils s'intéressent de plus en plus au sort de leurs enfants, alors qu'on les a critiqués pendant des décennies sur le thème «
il n'y a que quelques-uns qui s'y intéressent. Là, il y a un paradoxe, je dirais, qui est tellement gros que je n'ose même pas insister. Alors, je voudrais faire 2 ou 3 remarques. Le plus difficile dans le rôle des médiateurs et de l'administration, c'est de faire preuve de bon sens et surtout de se réapproprier le service public, le sens du service public. Quand je vois que sur ce thème, à l'ENA ou dans les IRA, le service public, on vous présente ça comme un objet non identifié, il y a quand même un problème. Le sens du service public, ça a un sens, service public. Et je crois que les médiateurs, dans leur domaine, quel qu'il soit, ont un rôle déterminant. Mais ce rôle déterminant, il n'ira pas très loin si l'administration, au sens large, au niveau national, prend conscience que Philippe le Bel est mort, et au niveau académique, fait, comme m'a expliqué Madame la rectrice, au plus près, avec des méthodes qui peuvent être variables. L'essentiel, c'est que ça marche. Je crois que ça, c'est très important. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que les médiateurs, ce ne sont, vous l'avez dit, pas des magistrats, pas des tout ce qu'on voudra et tout. Je pense qu'il y a une dérive actuellement qui m'inquiète un peu, mais ça, Inch'Allah, on verra dans 20 ans. Hein. Ce sont des bricoleurs du social. Ce sont des bricoleurs. N'en faisons pas des institutions très compliquées avec ne répondons pas à la complexité ou à la complication du système éducatif par un système qui prétend lutter contre le système éducatif par quelque chose de compliqué. Ce n'est pas ce qui se produit, j'en conviens, mais j'ai toujours été de ceux qui disaient qu'il fallait être tout seul, peu nombreux, avec des méthodes que je qualifierais artisanales. C'est pour ça que je vais revenir sur l'aspect là qui m'inquiète un peu pour l'instant. Moi, je suis un fanatique du numérique. Je trouve que c'est très très bien, que c'est l'avenir. Mais entre-temps, il faut franchir le pas. Il faut franchir le pas. Et je fais une parenthèse pour dire que le défenseur adjoint, c'est comme ça que ça s'appelle, oui, des droits, était venu à mon colloque et avait expliqué, que c'est quelqu'un que je connais bien par ailleurs, avait expliqué en long et en large la difficulté que l'introduction du numérique faisait peser sur toute une catégorie de population dont on ne se préoccupe pas a priori. Le dispositif que vous avez présenté tout à l'heure, il y a des allusions. Hein. On dit il y a des gens qui pourront choisir, il y a des choses, etc. Mais comme toujours, dans nos administrations, à l'éducation nationale plus qu'ailleurs, on fait un système pour tout le monde. Bon, alors ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque que je veux vous dire, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte tout de suite et depuis longtemps. Le ministère de l'Éducation nationale ne sait pas que le mode de transmission d'informations pour les enseignants et les parents, c'est l'oral, l'oralité, et que le mode de transmission de l'administration, traditionnellement, c'est l'écrit. On n'a jamais vu un enseignant lire une circulaire du ministre. Je l'ai expliqué 50 fois à tous les ministres, ils me disaient c'est pas possible. Mais je dis allez voir, jamais, ils ne liront pas. Ils liront la reprise par, éventuellement, sur la liste syndicale. Donc il faut en tenir compte. Et je termine là-dessus pour ne pas être trop long. C'est la raison pour laquelle les médiateurs, notamment académiques, et ils le font, doivent être très proches des gens, doivent recevoir les gens, tant que faire se peut, doivent avoir un contact physique avec eux. Je rêve d'un système où les médiateurs au niveau national, avec leurs collègues, reçoivent les gens aussi et des contacts réels, physiques, avec ceux qui sont les répondants. Un mot sur le numérique. Vous avez tout dit. Il va falloir former tout le monde. Comment pouvons-nous donner des conseils à qui que ce soit si on n'est pas au courant? C'est le banal de dire ça, mais c'est évident.